pour rappeler ce que tout le monde sait, mais c'est vrai qu'au basket, on a un ballon pour 5 joueurs. Et donc, il est important de savoir également jouer sans ballon et de sensibiliser nos jeunes un petit peu par rapport à ces notions-là. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour la session 7 des tips d'IFRAB. Pour cette session 7, je suis heureux d'accueillir William Hervé. Bonjour William, comment vas-tu? Bonjour Pat, ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter William? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc brièvement, je m'appelle donc William Hervé. Je suis un CTF depuis maintenant 3 ans sur la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basketball, avec pour mission principale la formation du jeune joueur. J'interviens du coup sur le pôle espoir de Lyon, et puis je suis présent également sur tout le PPF, U13, U14, U15. Donc voilà un petit peu pour faire court. Merci William. Est-ce que tu peux nous présenter et nous parler de ta thématique de ce soir? Oui, bien sûr. Du coup, j'ai choisi comme thématique jouer sans ballon autour du 1 contre 1. Alors, pourquoi cette thématique? Parce que quand on parle de formation du jeune joueur, souvent on fait référence dans le développement de ces joueurs à l'importance des fondamentaux individuels, donc offensifs, balle aux mains notamment, que ce soit autour du tir, de la passe et du dribble. Et quand on regarde, je prends l'exemple de la catégorie U13, où les priorités sont tournées essentiellement autour du jeu rapide et des capacités aux jeunes joueurs à développer les outils du 1 contre 1. Donc on les pousse à une agressivité extrême parfois, où l'objectif pour développer cette agressivité, ça va être d'aller chercher le panier. Et du coup, ça crée des comportements collectifs où on va avoir un acteur du jeu, et à côté de ça, parfois, et même le plus souvent, 4 joueurs spectateurs autour. Donc voilà, c'est pas pour rappeler ce que tout le monde sait, mais c'est vrai qu'au basket, on a un ballon pour 5 joueurs. Et donc, il est important de savoir également jouer sans ballon, et de sensibiliser nos jeunes un petit peu par rapport à ces notions-là. Quand tu parlais de comportement, William, quels sont pour toi les comportements qu'il faut avoir et adopter pour les joueurs qui sont non porteurs de balles? Alors, il y a différents comportements adoptés. J'ai envie de parler dans un premier temps d'un fondamental qui me semble clé, que j'appelle le non-alignement tête-épaule. Donc, pour les joueurs non porteurs de balles, ça va être la capacité un petit peu des joueurs à décentrer le regard, tourner la tête pour voir ce qui se passe en fait sur le terrain, prendre des informations, qu'est-ce qui se passe devant moi. Donc ça, c'est forcément le plus souvent le plus simple, parce que mes épaules vont être orientées dans une direction, et je vais être capable de regarder ce qui se passe devant moi. Et c'est moins évident pour les jeunes de regarder un petit peu ce qui va se passer peut-être derrière moi, prendre des informations, où est-ce que le ballon va être positionné, mon défenseur, qu'est-ce qui va se passer dans le couloir de jeu direct. Donc c'est un fondamental qui pour moi est hyper important sur le développement de nos jeunes joueurs. Alors là, on parle sur un sujet autour des joueurs non porteurs de balles, mais également sur les porteurs de balles. Et après, ça rentrera dans un autre débat. Mais l'objectif en fait, c'est d'apprendre les joueurs par ce fondamental à prendre des informations pour être derrière en capacité de décider et d'adapter son action par rapport à un déplacement. Avant que tu nous présentes tes situations, quels sont pour toi les principes pour les joueurs non porteurs de balles? Alors nous, on a 2 règles par rapport à ce qu'on fait un petit peu sur le pôle et les convictions que je peux avoir. Avant même de parler de ce qui se passe pendant le 1 contre 1, avant même que l'action de 1 contre 1 ait lieu, l'idée, c'est pour les joueurs non porteurs de balles, c'est de favoriser l'initiative du porteur de balle. Et sur des principes assez simples, en agrandissant les distances entre les joueurs de la même équipe. Donc il y a une notion de spacing qui va rentrer en jeu. Utiliser la largeur du terrain,
un repère simple, nous, qu'on donne sur les joueurs extérieurs, c'est-à-dire quand ils viennent se positionner en attaque, ils arrivent sur leur demi-terrain, c'est de s'arrêter bien au moins 1 mètre au-dessus de la ligne des 3 points pour pas compresser les espaces. Et puis la deuxième chose, c'est utiliser la profondeur du terrain. Donc ça, c'est le premier point. Et du coup, derrière, dans tout ce qu'on va essayer de mettre en place, dans nos principes, l'idée, c'est de libérer justement ce couloir de jeu direct. Donc dans les situations, par exemple, de transition où il y a un joueur qui va prendre de la vitesse dans le dribble, ça va être capable de définir des couloirs de course et d'être sur ces notions de spacing. Et pareil sur le demi-terrain ou autour des enchaînements d'actions, on va être vigilant à définir des choses pour que justement ce couloir de jeu direct il soit libre pour le porteur de balle. Donc ça, c'est ce qui va se passer un petit peu, les comportements qu'on va attendre avant le 1 contre 1 et pendant le 1 contre 1. L'idée pour les joueurs non porteurs de balle, ça va être d'appuyer et de soutenir l'initiative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le joueur qui va enclencher une action vers le panier, il faut qu'il ait 2 solutions de passe. Une solution de passe en appui, donc vers l'avant, et puis une solution de passe au cas où il n'est pas trouvé de solution en soutien, ce qu'on appelle le soutien, donc vers l'arrière. Donc plusieurs notions importantes par rapport à ça, avant d'enchaîner un petit peu sur la présentation des exercices. La notion de timing, c'est-à-dire à un moment donné, à quel moment non porteur de balle je dois bouger. Donc il y a une certaine synchronisation des mouvements à avoir. Et puis la notion de spacing, où clairement là on va essayer de définir dans quel espace je dois me déplacer, avec l'idée générale, c'est de ne pas être aligné, moi non porteur de balle, avec mon défenseur, et le porteur du ballon. Donc on va essayer par rapport à ça de casser les lignes de passe. Merci pour cette présentation, William. On peut commencer et nous présenter ta première situation? Ok, du coup, par rapport à mes situations, donc 3 situations. La première, ce sera une situation d'échauffement. On va se concentrer sur des situations de pré-collectif à 2 joueurs. Et donc sur la notion d'appuyer l'initiative, avec un joueur porteur de balle et un joueur non porteur à l'opposé, qui va apporter le soutien justement à l'agressivité du 1 contre 1. Et l'idée, ça va être de voir un petit peu avec vous quels angles de passe on va pouvoir offrir aux porteurs de balle pour qu'ils puissent collaborer à 2. Donc je vais passer sur la première situation. Donc la première situation, c'est une situation d'échauffement, tout simplement. Donc dans le fonctionnement de l'exercice, c'est assez simple. On va partir avec la colonne numéro 1, donc les porteurs de balle. Prendre de la vitesse pour contourner un petit peu le rond central. Une fois que ce joueur arrive au niveau des plots, on va lui demander de prendre une décision et d'attaquer soit en direction de l'axe panier-panier, soit en direction de la ligne de fond. Vous avez vu que des 2 côtés du terrain, donc l'idée c'est de travailler des 2 côtés. Une fois que le 1 est parti, en alternance, le 3 peut enchaîner lui de l'autre côté. Et l'idée, c'est de travailler sur une situation de 2 contre 1 avec le coach qui se situe ici, là. Donc après, ça peut être des joueurs que vous mettez et vous rajoutez du coup une colonne qui peut s'effectuer ici. L'idée, c'est d'associer un partenaire défensif pour pouvoir donner du sens à ce qu'on va faire. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus précisément juste après. Donc une fois que la situation est jouée, que le 1 a joué sa situation et rentrer en collaboration avec le 2. L'action se termine et on enchaîne sur les rotations. Les rotations, elles sont hyper simples. Quand j'ai été dans la colonne du 1, j'ai fini l'action de jeu à 2, je vais passer dans la colonne du joueur numéro 2. Le joueur numéro 2 récupère la balle et vient se positionner du même côté sur la colonne du joueur numéro 3, qui lui après traversera le terrain pour faire la même situation de l'autre côté. Donc on va pouvoir changer de côté. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est sans arrêter, on peut travailler des 2 côtés, que ce soit à gauche ou à droite. D'accord? Et puis derrière, fin de la rotation, quand j'ai été dans la colonne numéro 3, j'ai dans la colonne numéro 4. Et de la colonne numéro 4, je vais repasser à la colonne numéro 1. Voilà. Un petit peu. William, par rapport à ton exercice, quand tu dis le joueur qui part de la colonne numéro 1, quand il va arriver sur les pots, qui va attaquer, il a le choix au départ d'attaquer l'axe ou la ligne de fond, ou est-ce que c'est toi qui va déterminer pendant un laps de temps le temps de travail vers l'axe ou vers l'extérieur?
Alors, du coup, on va laisser le choix. C'est-à-dire qu'on ne veut pas brider forcément les joueurs par rapport à un choix à effectuer. Derrière, ça tombe bien que tu me poses la question parce qu'on va pouvoir enchaîner justement par rapport aux différents principes qu'on va pouvoir mettre en place, que ce soit par rapport à une attaque dans l'axe ou une attaque sur les lignes de fond. Donc, je vais enchaîner. L'idée générale, pourquoi on va mettre un joueur défenseur, un partenaire défensif, c'est contextualiser, donner du sens à ce qu'on va faire pour que les joueurs puissent s'approprier les choses et comprendre pourquoi on va demander tel déplacement pour le joueur non porteur, etc., etc. Donc sur la première situation, donc la situation du dessus, lorsque un va prendre l'axe, on voit que le joueur qui est partenaire défensif va se trouver à hauteur, c'est-à-dire qu'il va défendre sur la ligne de passe. À un moment donné, quand le joueur numéro 1 va attaquer dans l'axe ici, une fois qu'il a attaqué ici et qu'il est positionné là, il va être aligné, le joueur numéro 2, s'il ne bouge pas. Donc l'objectif par rapport à ça, le repère qu'on va donner, c'est si le défenseur il est haut, on va aller chercher une ouverture d'angle de passe dans le dos de la défense. Donc c'est pour ça que vous avez les flèches par rapport au mouvement du joueur numéro 2 qui va pouvoir ou ouvrir un angle de passe dans le corner en restant à l'extérieur des 3 points, ou jouer dans le dos de la défense sur une petite coupe dans le backdoor pour pouvoir proposer une deuxième solution de passe. Ce qui est important dans ces notions-là et des points sur lesquels on va pouvoir aussi insister par rapport au porteur de balle, deux choses, c'est la capacité à être agressif mais à être équilibré pour pouvoir passer la balle, donc la capacité à s'arrêter, donc être vigilant aussi par rapport à ça, et la capacité à décentrer le ballon du corps pour travailler sur des types de passes qui vont être désaxés. Voilà. Sur la deuxième situation, sur le drive dans l'axe, donc la situation d'en bas, où le joueur, pareil, va attaquer l'axe panier-panier, on voit que le comportement défensif du coach est complètement différent. Il va se trouver assez bas. Et du coup, ce qu'on va demander au joueur numéro 2, lorsque le porteur de balle va s'approcher de la raquette, voire pénétrer dans la raquette, c'est ouvrir un angle de passe en remontant cette fois-ci. Et l'idée, ça va être d'agrandir la distance. Si on se projette sur une éventuelle reprise défensive du joueur qui est en défense, d'agrandir la distance pour justement éviter qu'il nous reprenne trop facilement et augmenter les chances de pouvoir rentrer en relation et pouvoir peut-être avoir un tir derrière. Voilà. William, par rapport à tout ce que tu viens de nous présenter là, quels sont les repères par rapport au non-porteur et à quel moment tu lui donnes le signal pour pouvoir se déplacer et faire les appels de balles pour être dans les bons espaces? Alors, le repère qu'on va donner sur la notion de timing, du coup, c'est de ne pas se précipiter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une différence de fait qui va provoquer un comportement défensif derrière pour pouvoir derrière ouvrir un angle de passe. Le repère qu'on donne bien souvent, c'est qu'on doit attendre que le joueur, balle en main, approche de la raquette ou pénètre dans la raquette pour pouvoir bouger. Donc bien souvent, on va demander à ne pas bouger sur le premier dribble derrière le franchissement et peut-être d'attendre le second dribble, d'accord? Peut-être que le joueur porteur de balle un peu plus loin dans son attaque en dribble pour qu'il puisse derrière bouger et vraiment pouvoir ouvrir un angle de passe. Donc si je reprends bien, ça veut dire que soit on attend le deuxième dribble du franchissement, soit on attend qu'il ait pénétré dans le début la ligne des lancers francs et qu'il a franchi cette ligne des lancers francs pour pouvoir se déplacer et rentrer dans un bon timing pour recevoir la passe. Ouais, parce que du coup, il faut essayer d'aller chercher l'attention du joueur qui est en défense sur soi, sur le non-porteur de balle. Si le joueur non-porteur de balle, tout de suite, il identifie que le joueur numéro 2 sur la situation bouge trop tôt, peut-être qu'il va être en capacité de le voir, alors que s'il attend un petit peu plus pour bouger et que le porteur de balle va plus loin dans son attaque en dribble, peut-être alors qu'il y aura une différence qui sera plus importante et il va perdre peut-être de visu le joueur sur lequel il défend. Merci pour cette première situation. On peut passer sur la deuxième situation, William? Je voulais juste enchaîner sur 2-3 principes. Oui. Autour de l'attaque ligne de fond. Donc, c'est les mêmes grandes lignes, c'est les mêmes notions de timing.
les mêmes notions de spacing. Sur la première situation en haut, si le joueur attaque sur la ligne de fond, c'est la même chose. Si le défenseur est sur la ligne de passe et donc plutôt à hauteur, très haut, on va plutôt demander au joueur numéro 2 de se présenter dans le corner, dans le short corner, à 3 points. Okay. Sur la deuxième situation, si le joueur qui défend en aide est plutôt bas, 2 possibilités. Donc toujours cette situation où le joueur va descendre dans le corner à 3 points. Et deuxième possibilité, si le joueur en défense est focalisé sur le ballon, que ce soit par le regard ou les épaules qui sont carrément orientées pour peut-être apporter une aide défensive, alors on va proposer cette solution de venir jouer dans le cœur de la raquette pour trouver une solution près du cercle. Voilà. Du coup, ma question est la même, William, autant par rapport à l'attaque dans l'axe où on disait c'était sur 2 dribbles où la ligne des lancers francs qui donnait le repère à ton partenaire pour se mobiliser pour avoir la balle. Côté ligne de fond, quels sont les repères que tu vas donner à ton partenaire? C'est à peu près le même, c'est-à-dire que c'est à peu près le même. On ne va pas dissocier forcément. On veut vraiment qu'il y ait cette notion de deuxième, voire de troisième dribble, d'attendre pas le plus possible, parce qu'après on va être hors timing, mais d'attendre vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit provoqué, qu'il y ait une aide peut-être de provoquer pour pouvoir derrière bouger en fonction du comportement et du mouvement du joueur qui est en défense. Ok, merci William. On passe sur ta deuxième situation. Ouais. Alors, donc on passe sur la deuxième situation, donc une situation assez simple. On va être sur une situation de 2 contre 2 en continuité. L'objectif, c'est clairement de transférer dans l'opposition et de mettre en pratique ce qu'on a vu juste avant. Donc le développement d'exercice, il est assez simple. On part ici avec le joueur qui commence avec un ballon. Voilà. Donc D1 va rentrer dans le terrain, couper l'axe panier-panier pour recevoir la balle de D2 dans sa course. Sur la réception D2, il va passer la balle directement à A1. D'accord? Et sur la passe, après lui, il va être sur une notion de reprise défensive. Passer la balle et monter sur le joueur pour défendre. Dans le même temps, dès que l'attaquant D2, oui, qui avait la balle au début, a passé la balle, il va venir se positionner en défense, qu'on va le voir ici. Et l'objectif un petit peu de la situation, c'est par rapport à l'avantage offensif qu'il va y avoir sur la prise de vitesse balle en main de A1, ici. Sur la réception, c'est tout de suite pousser la balle vers l'avant pour pouvoir derrière jouer son 1 contre 1 dans le dribble lancé. D'accord? Et le comportement du joueur qui est non porteur de balle à l'opposé, ça va être la même chose. Dans un premier temps, on va être sur la notion, avant le 1 contre 1, de favoriser le 1 contre 1, donc d'avoir une espèce de course qui va être très très large, d'accord, et en s'arrêtant bien au-dessus de la ligne à 3 points. Et la deuxième situation, par rapport à ce spacing, en étant très large, ça va permettre justement la prise d'initiative de D1. Et si jamais D1 est débordé, voir quel comportement défensif va adopter D2. Voilà. William, si je pense donc par rapport à ton premier exercice sur l'échauffement qui était du 2 contre 1 avec un défenseur qui était drivé, oui. Sur ta deuxième situation, on arrive sur du 2 contre 2 avec donc en espérant que le joueur numéro 1 avec la balle puisse déborder le joueur pour gagner ce duel pour pouvoir déclencher le 2 contre 1 qui est derrière. Si la solution ne se présente pas, qu'il n'arrive pas à gagner le duel, qu'est-ce qui se passe derrière? Après, on va essayer de chercher la continuité. L'objectif aussi, c'est de développer porteur de balle l'agressivité dans le dribble. Donc, on va essayer en lui donnant un avantage, puisqu'il va arriver dans le dribble lancé, on va essayer de lui donner les billes nécessaires pour qu'il puisse parvenir à sa fin. Après, derrière, on continue à jouer au basket. C'est-à-dire que c'est pas parce que le joueur qui n'a pas réussi à faire la différence, on va arrêter l'action, on va passer à la suivante. L'idée, c'est de pouvoir trouver d'autres solutions. Et voilà. Et puis, de toute façon, les passages, ils vont s'enchaîner. C'est une situation qui est assez rythmée parce que dès que j'ai défendu, dès que j'ai fini la situation, qu'il y a eu un rebond de prix, un panier encaissé, voire une interception, et ben on remet la balle aux joueurs qui sont en attente. Et puis derrière, ça enchaîne. Les joueurs qui ont défendu passent dans la colonne des joueurs qui étaient en attaque. Ceux qui ont attaqué passent dans la colonne des joueurs qui étaient en défense. Et puis c'est une situation qui est très rythmée,
donc qui demande beaucoup d'intensité sur des efforts qui sont assez courts. Donc c'est ce qui est intéressant dans cette notion de développer la vitesse, développer l'agressivité et voir comment on est capable d'articuler des choses dans le pré-collectif derrière, comment je vais ouvrir un angle de passe, est-ce que je vais être capable pour le porteur de balle de mettre du contrôle dans ce que je fais. J'ai débordé, il y a un choix défensif, le joueur peut-être vient aider sur moi. Est-ce que je suis capable de mettre du contrôle, de m'arrêter pour passer la balle? Est-ce que je dois aller au bout? Voilà, toutes ces choses-là. Donc en fait, dans la continuité dans l'exercice, donc il n'y a pas d'arrêt, ça veut dire qu'une action qui se termine par un panier remise en jeu ou rebond si le panier n'est pas marqué, sortir la balle, et donc on est dans le jeu de transité pour réattaquer sur une action nouvelle. C'est aussi le plus de cette situation, c'est que c'est une situation où on va transiter et on est hyper vigilant sur cette notion-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on a pris un bon rebond, on a fait une interception, c'est tout de suite alors remettre le ballon en jeu sur l'équipe qui va rentrer. Et c'est la même chose, si on encaisse un panier, on va tout de suite se mettre en situation de match où on va demander une remise en jeu et essayer d'aller chercher le ballon dans le cercle plutôt que d'attendre qu'il fasse 3-4 rebonds par terre et de relancer assez péniblement la situation derrière. Donc la notion de transiter est forcément hyper présente dans ces situations de 2 contre 2 ou de pré-collectif en continuité. Très bien, William. On peut passer à ta dernière situation? Oui, alors on va passer sur la dernière situation. Donc c'est une situation un peu différente forcément, où on va être toujours sur du pré-collectif un petit peu à 2, mais on va ajouter un passeur. Autant sur la situation d'avant, on était sur la volonté de créer un avantage pour l'attaquant autour du dribble lancé. Autant sur cette situation-là, on va aller chercher d'autres choses. Sur la première situation que je vais vous montrer en haut, donc les joueurs attaquants-défenseurs des deux côtés partent côte à côte. Okay. Au signal du coach qui a le ballon entre les mains au milieu, les deux joueurs A1 et A2 donc prendre un contact, passer son appui à l'intérieur de ceux du défenseur pour après ressortir et proposer une solution de passe dans le démarquage. Sur la réception, donc que la balle soit passée à A1 ou à A2, ce qu'on va demander au défenseur, c'est dès que le joueur attrape le ballon, prend possession du ballon, c'est de mettre les deux mains par terre. D'accord ? Mettre les deux mains par terre, toucher le sol avec les deux mains, ce qui va donner l'avantage à l'attaquant après pour décider, pour franchir dans le 1 contre 1 après un démarquage, donc après un départ en dribble. Et de là, on va créer l'avantage offensif qui va logiquement amener un comportement défensif, peut-être autour d'une aide, etc. Et donc, du coup, on va retrouver cette notion et cette volonté qu'on va avoir d'aller chercher quel comportement à l'opposé du ballon, moi, mon porteur de balle, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer en termes d'appui et de soutien aux joueurs qui jouent le 1 contre 1. Oui, vas-y. Excuse-moi. Non, juste pour, on est passé donc sur un demi-terrain et on se retrouve plutôt sur une situation qui ressemble plutôt à un jeu de 5-5 sur demi-terrain. Ouais, alors après, il y a différentes possibilités. Là, je vous montre la situation demi-terrain, donc plutôt arrêté. L'objectif, ça dépend après des groupes d'entraînement que vous avez à disposition. Sur un effectif, nous on a la chance de pouvoir travailler sur des effectifs assez réduits, donc sur des travails un petit peu par groupe. Et donc cette situation, souvent on va la faire enchaîner avec une situation où les joueurs vont traverser, c'est-à-dire que il y a une action qui s'est terminée sur le demi-terrain, et on va transiter tout de suite derrière sur un aller, par exemple, pour jouer la même chose avec le passeur sur la traversée du terrain. Et c'est là le rôle du passeur va prendre une envergure supplémentaire où il va décider derrière dans la traversée du terrain, est-ce que je passe la balle tout de suite? Par exemple, on oblige sur le rebond défensif, on oblige les joueurs qui ont pris le rebond défensif à sortir la balle sur le coach. Si le coach tout de suite décide de relancer le jeu par la passe avant le milieu de terrain, on va pouvoir développer ces notions d'agressivité dans le dribble lancé. Si le coach décide de traverser le terrain avec les joueurs, on va peut-être plutôt travailler autour d'une situation où ils vont devoir se démarquer pour retrouver derrière un petit peu les différents types de 1 contre 1, que ce soit lancé ou un petit peu à l'arrêt. Donc si je reprends depuis le début, en fait, on est parti sur un 2 contre 1 où c'était plutôt analytique et de l'apprentissage sur de la lecture avec des repères.
C'est On est ça. passé sur une deuxième situation, on était plutôt sur un 3/4 terrain lancé, comme on disait, sur une fin de contre-attaque, Ouais, déborder et jouer derrière, c'est ça. pour finir plutôt sur un demi-terrain qui peut nous amener, la situation peut nous amener autant dans le jeu rapide que nous amener à jouer sur un demi-terrain. Voilà. Dans un premier temps, plutôt arrêter et voilà, en fonction de l'espace que vous avez, soit je peux transiter derrière sur un aller. Après, si vous avez des groupes trop importants, ça fait un passage sur le demi-terrain, un passage sur la traversée du terrain. S'il y a pas mal de rotation derrière, bah, vous pouvez perdre un petit peu en rythme d'entraînement. Donc après, la situation, vous pouvez très bien la garder simplement sur du demi-terrain, scinder votre groupe en deux et faire la même chose des deux côtés du terrain. Voilà, tout simplement. Il y a une petite évolution, si je peux enchaîner, Pat. Oui, oui, vas-y, on a encore quelques minutes. Voilà, sur la deuxième situation, donc c'est la même chose, c'est le même départ. Donc les joueurs commencent en bas, ils se démarquent, ils ressortent à 45 degrés, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et sur la réception, le joueur ne va pas jouer. C'est-à-dire que A1, par exemple, là qui a la balle sur le schéma, voilà, il ne va pas jouer. On va lui demander de ne pas jouer le 1 contre 1, d'être sur des attitudes de regarder, attraper, se mettre dans les attitudes peut-être de fin de tir, fin de départ, etc. Et quand il l'a décidé, l'idée c'est que, par exemple, bah, des deux puissent rentrer en net sur la réception. Et quand il a décidé, c'est de jouer sur un transfert très rapide, une passe au coach, une passe sur A2, d'accord, pour sur réception A2, attaquer le close-out. Donc attaquer la reprise du joueur qui est en défense, qui était en aide, qui change de statut des deux qui étaient en aide, qui passe du statut de défenseur non porteur de balle à défenseur sur le porteur de balle. Et du coup, l'idée, ça va être de transférer vite la balle pour que A2 essaie d'optimiser peut-être l'avantage qu'il va avoir par rapport à la reprise défensive. Ouais, du coup, William, là, on se retrouve vraiment sur une situation de demi-terrain avec un jeu de passe pour mettre à défaut la défense par rapport aux autres. C'est ça. L'idée, c'est, puisque l'objectif de départ, c'est quand même d'aborder un petit peu quel comportement je dois avoir quand je suis non porteur de balle à l'opposé. Faut qu'il y ait matière à le faire. C'est-à-dire que si vous partez d'une situation où le joueur qui a le ballon, qui reçoit le ballon sur un 1 contre 1 par exemple, et qui a peu de chances de peut-être faire des différences, alors je dis pas qu'il faut pas le travail, mais par rapport à l'objectif qui va être recherché, nous, de travail sur les comportements des non-porteurs de balles, il faut qu'il y ait un avantage peut-être de créer par rapport à la situation que vous mettez en place pour qu'on puisse derrière travailler sur quel angle de passe j'ouvre à l'opposé. Est-ce que mon joueur il va aider, il va pas aider? Est-ce qu'il est haut? S'il est haut, je vais jouer dans le dos du défenseur. S'il est bas, je vais plutôt jouer en remontant, etc., etc. Merci William. On arrive à la fin. Je te remercie pour cette intervention autour de ce sujet. J'espère que ça aura servi à plusieurs coachs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la vidéo sur l'IGTV et sur la chaîne YouTube de l'IFRAB. Je vous rappelle aussi pour ce week-end qui arrive le live numéro 11 et on aura encore dans la continuité de ce week-end dans le basket féminin Rachid Méziane qui vient nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à partager, liker sur tous les réseaux sociaux. Et encore merci William. Bonne soirée à tous. Bye bye. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Ouais.